géopolitique. Mais comment? Tout d'abord, il faut être plus affirmatif et plus déterminé dans la défense de nos valeurs et de nos intérêts. Et la crise ukrainienne agit comme un catalyseur dans la recherche de cette Europe plus géopolitique qui utilise tous ses moyens pour influencer sur le destin du monde, pour influencer sur nos partenaires de référence et pour tenir compte de son vote dans les Nations Unies, pour savoir à quel point se sont alignés avec les positions que nous défendons. Et puis finalement, on a eu l'occasion pendant le déjeuner de discuter sur un autre problème de caractère global dont on ne parle pas assez, c'est la biodiversité. On parle beaucoup des changements climatiques, on parle beaucoup moins de la perte de biodiversité. Et nous avons eu l'occasion d'en discuter avec l'ancien président du Niger, M. Issoufou, c'est un ancien étudiant dans l'université de Montpellier, sur la manière d'intégrer la biodiversité dans les politiques d'aide au développement, ainsi que la contribution que l'Union européenne peut faire à la recherche agricole en Afrique. Je comprends que ces questions puissent paraître secondaires en ayant, comme nous tous avons les yeux braqués sur ce qui se passe en Ukraine. Mais elles ne sont pas secondaires. Elles n'ont pas l'urgence et le dramatisme de l'Ukraine, mais la perte de biodiversité est un problème mondial, transversal, qui nous touche à tous et qui va nous poser beaucoup de problèmes dans le court terme. Et donc, il faut s'y pencher, il faut y travailler, parce que la perte de biodiversité, c'est une grande menace pour le développement durable et pour l'objectif final de lutter contre la pauvreté. Ça a été une discussion passionnante, mais je comprends fort bien qu'aujourd'hui l'intérêt est sur l'Ukraine. C'est pour ça que le Conseil a voulu ouvrir un chapitre de sa discussion sur le sujet. Merci encore à la France pour avoir accueilli cette rencontre. Merci à Montpellier pour son hospitalité. Vous avez la parole. Oui, quelques mots pour compléter ce que vient de dire le haut représentant qui a rendu compte de l'essentiel des travaux. Je voudrais d'abord vous dire tout le plaisir que la France a eu d'organiser cette réunion informelle ici à Montpellier et remercier les autorités locales, Monsieur le maire, de l'accompagnement que vous avez bien voulu mener pour la bonne tenue de cette réunion informelle. Merci aussi, Monsieur le préfet, des services de la préfecture qui nous ont accompagnés. C'était important, malgré tout, de tenir ce sommet, cette rencontre informelle. Quand on dit rencontre informelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de décision prise à la fin de la réunion. Et nous tenions à ce que cette réunion soit organisée à Montpellier, parce que il y a ici d'abord un sommet Afrique-France mémorable à l'automne dernier, et puis qu'il y a aussi ici, sur les sujets qui concernent le développement, une tradition d'innovation, de recherche, d'intervention avec le CIRAD d'une part, CJAR d'autre part, plus les enjeux d'agroécologie qui sont développés dans l'ensemble de ce que je pourrais appeler une espèce de cluster agroécologique de Montpellier, qui fait que ça donne de la force et de la résonance au sujet que nous avons abordé aujourd'hui, et singulièrement, je le dis, Monsieur le maire, au troisième sujet que nous avons abordé avec le président Issoufou sur l'affirmation du grand projet de la Grande Muraille Verte, qui est un projet agroécologique qui regroupe 11 pays du Sahel, qui mobilise aujourd'hui 16 milliards d'euros et qui a pour objectif non seulement de créer une muraille verte, son nom est suffisamment évocateur, mais de faire en sorte que de la Guinée-Bissau jusqu'à Djibouti, il puisse y avoir cette mise en valeur d'une nouvelle histoire du Sahel, qui permettrait de fixer les populations, qui permettrait aussi d'assurer une nouvelle agriculture et qui permettrait aussi d'assurer la stabilité, et que le président Issoufou
revienne pour parler de cela était pour nous tous, pour les 27, très mobilisateur, très passionnant dans les perspectives. Et le fait que ce que, pour ma part, je ne savais pas, mais je pense que personne ne le savait vraiment, que le président Issoufou ait fait ses études à Montpellier, qui reviennent 46 ans après, ici, dans une autre histoire, dans une autre aventure, c'était quand même assez émouvant. Avant de revenir à l'Ukraine, sur les enjeux géopolitiques, je pense que ce que je retire, je crois que c'est assez partagé par Josep Borrell, parce que je sais que nous pensons vraiment la même chose sur ce sujet, c'est que sur les enjeux géopolitiques du développement, c'est que l'Europe doit tenir sa place. Nous sommes les premiers bailleurs au niveau mondial d'aide au public au développement. Les Européens tous réunis, Team Europe. Et nous ne le disons pas. C'est bien plus important que la Chine, que les États-Unis, dans l'aide au développement partout dans le monde, singulièrement en Afrique, mais pas uniquement. Et nous ne le disons pas. Parce qu'il y a une espèce d'absence de lisibilité de ce que nous sommes. Je crois que ce matin, nous avons pris vraiment cette option d'affirmer que l'Europe est ce partenaire-là et qu'elle doit s'articuler aux réalités d'une compétition internationale, parce que le développement, c'est aussi une compétition d'influence. On le voit d'ailleurs dans certains votes aux Nations Unies, et nous devons nous-mêmes éviter d'instrumentaliser le développement à des fins politiciennes ou à des fins de suggestion, mais faire en sorte que le développement soit un outil de partenariat qui respecte la souveraineté des pays avec lesquels nous sommes en co-développement, puisqu'il y a des sujets du développement qui sont obligatoirement en partenariat, que ce soit la lutte pour le réchauffement climatique ou les enjeux de biodiversité dont on vient de parler. Donc je ressors de cette réunion avec la conviction, c'est que cette prise de conscience de l'affirmation de l'Europe comme puissance de développement et comme ayant la capacité d'établir des partenariats qui évitent la suggestion ou la dépendance, alors que certains autres en font leur priorité. Et puis nous avons évidemment parlé de l'Ukraine longuement, le drame qui se joue, cette tragédie dont nous sommes loin d'être sortis, avec la mobilisation financière dont a parlé Josep Borrell, à la fois sur l'aide humanitaire, les 500 millions d'euros qui ont été annoncés. La France y contribuera elle aussi, puisque nous avons, à la demande du président de la République, décidé de mobiliser 100 millions d'euros d'aide humanitaire pour les réfugiés ou les déplacés. Que tu as cité les réfugiés, et il y a aussi beaucoup de déplacés sur l'espace ukrainien. Et puis nous avons aussi décidé d'accompagner les financements budgétaires sur la part des 1,2 milliard que tu as évoqué tout à l'heure. La France mobilisera 300 millions d'euros. Mais ça, c'est pour l'immédiateté. Nous sommes partis dans un drame de longue durée sur lequel nous sommes extrêmement mobilisés, parce qu'on voit bien que ce qui est recherché, c'est finalement la négation de l'Ukraine, le déni d'Ukraine. Et donc le fait que l'Ukraine soit plie et les conditions de négociation proposées par le président Poutine n'ont pas changé depuis 11 jours, c'est-à-dire c'est des conditions de négociation soumission. Et cela nous paraît inacceptable. On a eu l'occasion au cours de cette rencontre de réaffirmer notre totale solidarité avec l'Ukraine. Ce qui me frappe le plus, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dans d'autres lieux, c'est d'abord que l'Union européenne a été unie, alors que le président Poutine comptait sur nos divisions. Elle a été unie, elle a été rapide dans ses décisions, elle a été forte dans ses décisions, audacieuse même. L'Europe telle qu'elle est aujourd'hui n'est plus la même que celle qui existait il y a 10 jours encore. Tant le chemin qualitatif, le fait de soutenir l'Ukraine, y compris dans le domaine des équipements militaires, le fait qu'il y ait des sanctions énormes qui ont été décidées et qui sont mises en œuvre, que cela se passe dans une très grande rapidité. Le seul fait même qu'on puisse se mettre d'accord sur la protection temporaire des réfugiés en quelques heures,
sur des sujets où il faut des compromis généralement très longs et très compliqués, où chacun doit faire des efforts, et là, rapidement, ça se met en œuvre. Tout ça aboutit au fait que la violence de l'attaque de l'Ukraine par la Russie a entraîné une stimulation très forte de la part de l'Union européenne qui, du coup, fait que elle n'est plus la même aujourd'hui qu'il y a encore 10 jours. Et je suis convaincu que cela se confortera et se confirmera lors du sommet qui va se tenir en France jeudi et vendredi à l'initiative du président Macron. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire. Monsieur le ministre, et maintenant on passe aux questions et je vais prendre des questions dans la salle et la première question ce sera pour Patrick Tégéraud de RTL. On passe aux questions. Donc oui, bonjour RTL. messieurs. Oui, bonjour messieurs. Juste pour vous demander quel est selon vous le rôle que peut tenir la Chine dans la situation actuelle. On connaît ses relations avec la Russie. Elle laisse entendre qu'elle pourrait jouer les intermédiaires. Qu'en pensez-vous? Pendant la réunion, j'ai dû m'absenter un moment pour avoir une longue conversation avec les ministres chinois. À mon avis, il ne s'agit pas d'une médiation, mais c'est évident que la Chine a une influence claire sur la Russie.